Les plus jeunes d'entre vous ne s'en rappellent peut-être pas, mais peu avant la sortie de ce film, je me rappelle que sur la toile, beaucoup criaient contre le fait qu'il y ait un nouveau Joker dans ce film. Tout le monde disait « c'est impossible, il ne pourra jamais faire aussi bien que Jack Nicholson, c'est tout simplement impossible ». Et tout le monde gueulait, gueulait et gueulait. Comme quoi, c'est pas nouveau tout ça, hein. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse consacrée à Batman. Aujourd'hui nous allons parler d'un film très apprécié, très aimé de tout le monde, de la critique comme du public. Et quand je dis critique, je parle pas des mecs comme moi, je parle de la critique les vrais quoi, hein, les officiels on va dire, d'accord. On va parler évidemment du film Dark Knight, sorti en 2008, réalisé par un certain Christopher Nolan, avec dans les rôles principaux on retrouve en fait les mêmes que dans le film précédent, à part ceux qui évidemment sont morts, hein, on va dire les choses comme elles sont, à savoir Christian Bale ou encore Michael Caine dans le rôle de Alfred Pennyworth. Nous avons cependant un petit changement puisqu'on a viré Katie Holmes pour prendre Maggie Gyllenhaal à la place. Honnêtement, je pense que la plupart des spectateurs s'en foutent. On s'est rendu compte que c'était pas la même actrice, mais bon, ça change pas grand chose entre nous, hein, donc voilà. C'est méchant parce que je trouve toujours dommage pour une actrice ou pour quelqu'un, voilà, de se faire entre guillemets virer. Je trouve que c'est toujours quelque chose de violent. Je sais pas si c'est elle qui est partie, j'en sais rien. C'était l'époque où Katie Holmes, je crois qu'elle était liée encore avec Tom Cruise, et puis elle était dans toutes ces histoires de scientologie, bref, on s'en fout. Si c'est les producteurs qui l'ont viré, je trouve ça un petit peu méchant dans l'absolu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je sais pas ce qui s'est passé réellement, voilà, c'est juste pour dire que... Et évidemment, on a deux nouvelles têtes, dont Aaron Eckhart et un certain Heath Ledger dans ce film. Comme le premier film, donc Batman Begins, duquel j'ai fait aussi une vidéo et que je vous recommande d'aller voir parce que je vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses qui se répètent évidemment, puisque c'est une franchise, hein, d'accord ? Il m'a fallu un petit peu de temps pour l'apprécier, celui-ci aussi, il m'a fallu un peu le digérer, consommer pas mal de comic book pour sortir un peu de l'image forcément que j'avais de Batman, pour réussir à rehausser mon jugement sur ce film, comme quoi, je répète encore une fois, mais ça je le disais déjà dans la vidéo, qu'un point de vue sur un film, c'est toujours un point de vue à l'instant T, ce n'est pas une vérité absolue. Vous voulez une vérité absolue, il y a des livres saints pour ça. C'est pas le cas en ce qui concerne l'avis sur un film. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'apprécie beaucoup des choses que j'avais déjà vues à l'époque. En fait, j'ai pas découvert quelque chose de nouveau sur le film. J'ai juste eu des nouvelles sensations. Donc la note que je donne à ce film va être un 9 sur 10. Encore une fois, tout n'est pas parfait, on va revenir sur certaines erreurs, sur certains trucs qui ne fonctionnent pas totalement, mais malgré tout, je dois avouer que j'ai beaucoup apprécié ce film, surtout avec cette révision. Petit détail aussi, je vais spoiler dans cette vidéo, d'habitude je n'aime pas faire ça, surtout qu'en fait je vais vous raconter le film, je vais vous raconter un peu l'histoire du film. Ce qui est un peu con, parce que je pars du principe que les gens sont pas totalement débiles, qu'ils ont vu un film, t'as pas besoin de leur expliquer, oui alors il y a ça dans le film. Mais là, comme les choses qui sont intéressantes sont surtout au niveau du scénario, je trouve, et ben forcément je vais un petit peu spoiler. Donc dans ce film, on laisse un petit peu de côté les thématiques du premier film. Alors évidemment on est dans une continuité, mais on voit clairement qu'on ne reprend pas la même thématique. Le premier film c'était comment Batman s'est créé, comment Bruce Wayne a retourné sa peur sur l'adversaire, etc., etc. Cette fois-ci, ça c'est plus très important. La psychologie de Bruce Wayne, il y a un tout petit peu, donc sa relation avec Rachel, mais en tant que tel, c'est pas la chose importante. Ici on a quelque chose de différemment intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un super-héros d'une certaine manière, surtout un super-héros, un vigilante dans un monde réaliste, comme j'avais dit déjà dans la première vidéo, à quel point est-ce que ce super-héros représente la justice, le bien, et dans ce film on a très souvent une balance, voire une opposition entre le bien et le mal. Ainsi, on a Batman qui admire Harvey Dent, le procureur, parce que c'est un chevalier qui représente l'espoir, qui représente le bien, qui peut faire régner la justice, mais la justice selon les codes de la loi, en respectant lui-même la loi, et donc Batman est admiratif de ce personnage-là, qui fait les choses comme il faut, qui va faire que les choses changent. Mais en même temps, Harvey Dent est admiratif de Batman. Il est en admiration pour Batman parce que c'est le gars qui n'est pas gêné par la paperasserie, qui n'est pas gêné par la corruption et qui peut faire régner la loi, la vraie. Donc on a déjà cette opposition, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que la justice et comment la faire régner. Et au milieu de tout ça, on a le Joker. Et c'est là que le film est intéressant parce que finalement il ne se résume pas à une banale opposition entre un gentil et un méchant. Comme j'ai dit, ça se mélange un petit peu, c'est plus complexe que ça. Et quand je dis que ça va plus loin, c'est qu'on va carrément jusqu'à savoir si l'humanité est plutôt gentille ou plutôt méchante. Dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une guerre pour l'âme de Gotham. Est-ce que Gotham est une ville qui a une âme? Je rappelle que Gotham, gothique, donc c'est la ville gothique, même si là elle est présentée de manière ultra réaliste, comme une ville on va dire normale, ça veut dire gothique, elle a souvent été montrée comme une ville ayant un côté sombre, une ville corrompue, une Sin City, vous voyez ce que je veux dire? Donc,
est-ce que cette ville est humaine? Est-ce qu'elle a quelque chose d'humaniste en elle? Est-ce qu'elle va être plutôt positive? Ou alors au contraire, c'est chacun pour soi? Et ce qui est marrant, c'est que quand on y réfléchit, c'est un peu un débat politique que l'on a tout le temps. Alors bon, c'est évidemment la gauche, la droite, etc. Mais de nos jours, on est en train de se friter entre les diverses factions, on va dire, je veux dire. C'est un débat qui est intéressant, parce que finalement, on va aimer son prochain et l'aider, ou pas. Et le film parle là-dedans. Mais le pire, c'est qu'il le fait sans être moralisateur, sans raconter rien que ce soit par rapport à l'autre monde, c'est-à-dire sans nous expliquer la vie. Mais cette thématique est quand même présente, et ça, c'est quand même vachement intéressant, je trouve. Mais avez-vous remarqué que dans ce film, les notions de bien et de mal sont souvent inversées? Ainsi, comme j'ai dit, on a Batman qui admire Dent, et Dent qui admire Batman. Mais ça va plus loin. Ainsi, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a? On a les sbires du Joker qui sont déguisés en policiers pour faire un attentat. À un autre moment, vous savez, la scène où Batman utilise tous les téléphones portables de la ville comme sonar, et bien là, il arrive dans l'immeuble, et qu'est-ce qui se passe? En réalité, les otages sont déguisés comme des méchants, et donc ça inverse la notion de bien-mal, ça met tout ça en perspective. Cette perspective est aussi évidemment représentée par la scène des deux paquebots, des deux bateaux, chacun peut faire péter l'autre, où on a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Donc on a tout ce débat qui est intéressant, et d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'il y a le combat final pour savoir est-ce que Gotham City a une âme ou pas. Alors, je vais revenir sur certains défauts qu'il y a dans le scénario, parce qu'il a quand même quelques grosses lacunes, disons les choses comme elles sont, mais j'apprécie énormément cette notion-là. Et surtout, il y a une scène qui est assez intéressante à ce niveau-là, c'est lorsque le Joker est pendu par les pieds. Il est tendu par les pieds, donc, il a sa tête qui est ici en bas, il est pendu comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Pour montrer que le Joker a l'ascendant sur Batman à ce moment-là, malgré qu'il soit capturé, tout ce que vous voulez, il y a la caméra qui va tourner, et donc le Joker qui est pendu par les pieds se retrouve être dans le bon sens. Et donc ça veut dire que l'univers de Batman, on va dire, est sans dessous à ce moment-là, et c'est-à-dire que bien que ce soit le Joker qui ait la tête en bas, c'est lui qui arrive à inverser et à imposer un peu sa vision des choses à ce moment-là précis. Et si le Joker a peut-être raté l'histoire des paquebots, il a quand même réussi quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'il a réussi à briser le symbole Harvey Dent, le symbole de l'espoir, de la justice, etc., etc. Il a réussi à briser cela et en faire un tueur, donc un gars qui est pas sympa. D'ailleurs, petite chose à part, j'ai l'impression que ce petit passage là, où un petit coup de, on va dire, de malchance, de méchanceté, tout ça, fait devenir l'autre un psychopathe, me fait penser un peu au comic book de Killing Joke. J'ai l'impression qu'ils ont utilisé un petit peu cette notion là à ce moment-là du film. Et que se passe-t-il à la fin du film? Puisqu'il faut préserver ce symbole par-dessus tout, ce symbole d'espoir, et ben c'est Batman, le Chevalier Noir, qui accepte d'endosser les meurtres d'Harvey Dent pour préserver ce symbole et pour que le peuple se rappelle que la justice est quelque chose qui peut être faisable et qu'il garde espoir et le cap pour la sauvegarde et le combat de la criminalité. Bref, il y a ce côté-là qui est limite philosophique, je pense je dis limite, on va plus loin, ça peut devenir de la philosophie, qui est quelque chose de vraiment très intéressant dans ce film. Et vous avez remarqué que je ne vous ai pas parlé des scènes d'action en tant que telles pour le moment, c'est pour dire que c'est pas juste un film de super-héros comme on le verrait actuellement, même si est-ce que un film de super-héros est un genre en tant que tel, c'est plus un thriller. D'ailleurs, si c'était un film qui n'était pas tiré d'un comic book avec un super-héros connu, peut-être même qu'on l'aurait pas classé comme film de super-héros, on aurait dit, je sais pas moi, c'est un ninja de la rue ou un truc comme ça, on aurait dit qu'il joue avec les codes mais que ce n'était pas forcément cela. Et que ce film, justement, il va un peu plus loin qu'un simple film d'action, un peu plus loin qu'un simple divertissement. C'est-à-dire c'est du pur divertissement mais bien fait. Et c'est ça qui me manque un tout petit peu avec certains blockbusters actuels qui sont juste des purs divertissements mais qui manquent un petit peu d'envie et d'aura derrière. Mais en ce qui concerne les scènes d'action, elles sont très bien. Alors je vais honnêtement pas vous dire qu'elles sont oufissimes, que j'ai jamais rien vu de tel, mais dans le sens blockbuster, avec de l'ampleur et tout ça, elles fonctionnent très très bien. Un petit mot vite fait sur la méthode de combat à main nue utilisée par Batman, puisque comme vous savez, les arts martiaux c'est un truc que j'aime bien. Il pratique un truc qu'on appelle le KFM, donc le KC Fighting Method, qui est une méthode qui a été créée par un anglais et un espagnol, qui, d'après ce que j'ai cru voir, je n'ai jamais pratiqué cette discipline, se base beaucoup sur les défenses avec les coudes très proches du corps, je crois qu'ils appellent ça le pensador. Ils sont comme ça et en fait ils bloquent les coups à partir de là. Mais bon, je me décoiffe. Mais bon, ça pour la petite histoire, c'est pas très important dans le film parce qu'on n'a pas spécialement l'impression que Batman pratique un certain art martial là-dedans. Au contraire, il a un côté un peu combat, on va dire normal, quoi. Je veux dire, on le voit pas faire des postures ou des trucs ou des machins. Bon, ça tant mieux parce que le but c'était de faire crédible. Mais pour vous dire que c'est cette méthode qui a été utilisée et si vous habitez sur Paris, je connais un professeur si ça vous intéresse. Je lui fais de la pub, je suis gentil, alors que je l'ai jamais rencontré le mec. On se connaît sur internet. Bon, maintenant on va attaquer les défauts du scénario, parce qu'il y a un truc dans ce film quand même, c'est qu'il y a pas mal de simplifications, ou alors de choses qui sont tirées un tout petit peu trop loin. En fait, il y a pas mal de défauts dans le scénario de ce film, tout simplement.
Alors d'abord, c'est pas vraiment un défaut, moi en parlant avec les gens, beaucoup me ressortent souvent que dans ce film, le Joker, c'est quelqu'un qui n'a pas de plan, qui fait les choses au hasard, qui part dans tous les sens, et je trouve que c'est pas vrai. Pour moi, ça, c'est le moment où le Joker ment à Harvey Dent, il lui fait genre non, mais moi je ne suis finalement qu'un électron libre qu'on a lâché, mais c'est pas moi le coupable, c'est ceux qui m'ont lâché. Et évidemment, Harvey Dent, il y croit, ça c'est, on va déjà parler de ce défaut-là, donc... Donc le Joker en lui-même, on dit souvent qu'il fait rien, et c'est faux. Moi je trouve qu'il a au contraire un plan très sophistiqué, beaucoup trop sophistiqué et très planifié. Je vais revenir vite fait sur Harvey Dent et le fait qu'il le croit, j'ai trouvé ça un peu facile. Alors certes, tu vois que pendant le film, il a un penchant pour devenir ce double face, en effet, il y a cette possibilité-là, mais je trouve que le passage est un peu rapide, quoi. Je veux dire, après, il veut plus tuer le Joker, quoi, parce qu'il a lancé sa pièce une fois, pour d'autres, il la relance 5 fois s'il le faut, enfin 5 fois, j'exagère, mais... Et j'ai trouvé ça un peu facile, genre non, mais c'est pas moi, c'est les autres, ah ouais, c'est vrai, t'as trop raison. Je veux dire, il a pas envie de buter le Joker, mais ce serait la première chose qu'il aurait envie de faire. Bon, alors, on est bien d'accord, l'idée c'est qu'il a eu un trauma particulier, puis que ça a fait sortir certaines choses, mais je trouve qu'à ce moment-là, c'est un peu radical, et c'est un peu facile, et c'est un peu dans une seule direction. J'ai trouvé que c'était pas totalement réussi, surtout qu'à la fin, par exemple, il menace un gamin, et tu te dis, attends, le gars, t'es passé du symbole de la justice et tout ça, à absolument tout le contraire. Alors, je veux bien que t'aies la haine, je veux bien que t'aies envie de buter des gens, ça, ok, pas de problème, mais pas aussi exagéré, pas aussi facilement, j'ai trouvé. Voilà. Mais pour revenir au Joker, qui peut-être n'aurait rien de planifié, comme je dis, ça c'est pas un défaut, c'est juste une interprétation par rapport à ce qu'il y a à un moment donné, il suffit de voir la scène d'introduction. Le Joker fait un braquage millimétré, à la seconde près, où il doit se déplacer à un moment donné pour que le bus arrive et il défonce l'autre, en faisant que les collègues s'entretuent entre eux, en prenant son bus et en sortant pile au bon moment, entre deux bus qui sont en train de circuler. Alors ça, c'est ultra planifié. Mais si ce n'était que ça, par exemple, à un moment, lors de la scène du fourgon, il y a un piège qui est tendu à l'hélicoptère avec des câbles entre deux immeubles, et forcément, l'hélicoptère se le prend, donc il fallait savoir qui passe à ce moment-là, à cette hauteur-là, etc., etc. Enfin bon bref, c'est un petit peu trop planifié. C'est ça le problème, c'est que c'est trop planifié à un niveau impossible. Comme j'ai dit, le fait qu'il sorte avec son bus scolaire entre les deux bus, machin, puis que personne se dise tiens, il vient de sortir de la banque et il est en train de laisser de la fumée, ou enfin comment dire ça, de la poussière partout, il n'y a personne qui se pose des questions. Et bien là, par exemple, il y a cette histoire avec le câble. Dans la scène du fourgon, donc on se retrouve avec le Joker qui essaye de tuer Harvey Dent, mais qui sait qu'Harvey Dent n'est pas Batman, qui se fait capturer. Alors, est-ce qu'il fait exprès de se faire capturer, hein, parce qu'il dit à un moment, ah, il a fait exprès qu'on le capture, mais peut-être qu'il avait un autre plan de prévu s'il se faisait pas capturer. Il se fait capturer. Il prévoit de se retrouver à un moment donné enfermé dans une salle, mais pas fermé à clé, avec un garde dans la salle qu'il arrive à provoquer pour lui casser la gueule. Donc déjà, il a aussi prévu que le mec il arrive à lui casser la gueule et que c'est pas un garde super entraîné. Bon, ça c'est un détail, mais bon, voilà. Qu'il sort de là pour composer le numéro de téléphone qu'il a déjà mis dans le bide d'un autre gars qui est aussi dans le bâtiment. Dans le bâtiment, mais pas trop près pour que ça lui explose à la gueule, mais assez pour que ça lui permette de s'échapper. Donc déjà, non, le mec il a juste absolument tout planifié. Certes, comme le dit plutôt Alfred Pennyworth, c'est plutôt cette définition qu'il y a, c'est pas quelqu'un qui fait les trous coups-bols, c'est juste un gars qui a envie de faire brûler le monde et tout ça, qui est un agent du chaos, comme ils disent, mais c'est pas un gars qui improvise tout le temps. Alors il y a de l'improvisation, ça je n'en dis pas, mais c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose de clairement planifié. D'accord? Et ensuite, son plan est un peu trop tiré par les poils des fesses à des moments, il fait un peu ci, un peu ça, un peu de l'autre. Il y a de tout et du n'importe quoi dedans, et c'est un petit peu le problème. Quitte à parler de la scène du fourgon, il y a une autre scène qui m'a un petit peu... c'est la mort du commissaire Gordon. Alors, il se fait passer pour mort lors d'une scène où il y a vraiment des gens qui tirent dessus, hein, d'ailleurs, donc je sais pas s'il savait qu'ils allaient tirer, puis il se dit, je vais me faire passer pour mort à ce moment-là, je prévois l'astuce, toi. Tout ça pour faire quoi? Alors, sans doute parce qu'il a des collègues corrompus, ça on le dit dans le film, donc ok, pour se cacher de la corruption mafieuse, etc., ok. Qui fait qu'il va se retrouver dans cette scène d'action du fourgon, pour finalement capturer le Joker. Ok, mais est-ce qu'il aurait pas pu faire ça sans se faire passer pour mort, sans faire pleurer sa femme et son fils? Est-ce qu'il aurait pas pu juste être là, dans le fourgon? Non, il se fait passer pour mort pour se retrouver à piloter le fourgon pour que finalement, il arrive et il capture le Joker. Mais il aurait pu se passer tout et n'importe quoi, le Joker aurait pu faire totalement autrement que simplement être là dans le fourgon en train de le conduire. Il aurait pu, je sais pas moi, larguer une bombe depuis un hélicoptère ou j'en sais trop rien. Enfin bref, je trouve que c'est très complexe pour ce que c'est. Vous voyez, c'est là où pour moi il y a les défauts de ce film, c'est qu'il est un petit peu trop tiré par les poils des cheveux et il y a un peu trop de choses qui devraient être normalement du hasard, qui sont hyper contrôlées. Mais je vous rassure, ça ne m'a pas spécialement gêné parce que le film est très dense, il raconte beaucoup de choses, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de totalement se prendre dans la gueule, même si on les voit quand même. Et j'aime bien beaucoup, comme j'ai dit, cet aspect un peu philosophique qu'il y a derrière, qui fait que j'aime beaucoup quand même ce film. On va parler des acteurs, et cette fois-ci on va évoquer ceux qu'on n'a pas évoqués avant, à savoir d'abord Aaron Eckhart, qui fait donc Harvey Dent, et puis Double Face,
qui, grâce à ce film, avait gagné un peu de popularité. Je me souviens qu'après ce film, on le voyait un petit peu à gauche à droite, on le mettait un peu en avant, ce qui ne veut pas dire qu'avant il n'avait pas de carrière, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais à ce moment-là, on l'a un peu mis en avant, et je dois avouer que sa popularité, elle est vite partie, soit parce qu'il a fait des mauvais choix de film, soit parce que finalement, il n'a pas réussi à outrepasser ce statut de, on va dire, de star flash, on va dire. Et je me souviens qu'un des films qu'il avait fait juste après, c'était, comment il s'appelle ce machin? World Invasion, Battle of Los Angeles, qui était une grosse daube, mais un machin comme j'ai rarement vu. Un machin d'invasion extraterrestre classique, très classique, dans lequel il n'y avait rien à tirer, à part du patriotisme pro-militaire toutes les 2 secondes, très gras. Bref, tout ça pour dire que... Mais dans ce film, je trouve que, justement, il tient bien la baraque, il arrive quand même à porter correctement son personnage. Après, comme j'ai dit, il y a cette transformation à la fin dans la mentalité que j'ai trouvé un petit peu... Mais bon, c'est pas forcément un souci. Sinon, il y a l'autre acteur, évidemment, il y a Heath Ledger. Heath Ledger qui a gagné l'Oscar posthume, puisqu'il est mort, suicidé peu après la fin du tournage, hein, en tout cas avant qu'il sorte au cinéma. Et quand on voit l'interprétation qu'il fait, on se dit qu'on aurait bien voulu le revoir dans la 3e partie de la trilogie, comme c'était prévu, mais aussi tout court, que c'est un acteur qui avait vachement de talent. Et il nous fait un Joker qui est absolument fantastique. Un Joker fantastique, mais qui est différent, très différent de celui de Jack Nicholson. Il nous fait un Joker plus, justement, réaliste, plus violent d'une certaine manière. D'accord? Il est un peu moins foufou, peut-être, mais il fait bien flipper quand même. Disons les choses comme elles sont. Maintenant, j'ai une petite question pour vous concernant Heath Ledger dans ce film. Est-ce que, pour vous, Heath Ledger, s'il n'était pas mort, aurait gagné l'Oscar qu'il a gagné? Attention, je ne suis pas en train de vous demander est-ce qu'il le méritait, je suis en train de vous demander est-ce que selon vous, l'Académie lui aurait en effet décerné cet Oscar s'il n'était pas mort? Oui, je sais, c'est un peu glauque comme question, mais bon. On peut aussi parler de Maggie Gyllenhaal pour dire que bon, bien que son personnage ne soit pas nouveau, elle est nouvelle, elle remplace une autre actrice qui généralement n'est pas une super actrice, disons les choses comme elles sont. Je trouve qu'elle rentre parfaitement bien dans le personnage, comme j'ai dit au début de la vidéo. Entre guillemets, le spectateur, on s'en fout un peu, elle est là, elle fait le taf, et puis ça fonctionne quoi. À l'époque de la sortie du film, beaucoup de gens comparaient ce film, à cause de son nom, à The Dark Knight Returns, en disant que ça faisait très Frank Miller, machin truc, et blablabla. Mais bon, disons les choses comme elles sont. On comparait à Frank Miller, parce que Frank Miller, c'est un auteur de folie, et parce qu'il a révolutionné le personnage, et aussi, comme j'ai dit, surtout à cause du titre. Alors, on peut pas totalement nier que ce film fait un peu du Frank Miller, dans le sens où il remet Batman de manière sérieuse, de manière urbaine, de manière crédible, surtout qu'on part avec Batman de la période Schumacher, donc il fallait en effet le remettre. Donc d'une certaine manière, il fait un peu du Frank Miller. Mais le vrai comic book qui a réellement inspiré ce film, parce que c'est pas du tout The Dark Knight Returns, c'est un long Halloween, comic book duquel je vais vous parler tout de suite après dans la scène post-générique. Donc, pour faire simple, on a là un blockbuster avec des idées, pas un blockbuster parfait avec des défauts scénaristiques, hein, là j'en ai dit que quelques-uns, je pense que si on creuse, on peut en voir aussi beaucoup d'autres, hein. Certains trucs un peu trop tirés par les cheveux, un petit peu trop ronds, mais qui malgré tout, grâce à la densité du film, à tout ce qu'il essaye d'apporter, à tout ce qu'il a apporté dans le cinéma de super-héros, qui depuis a été reconsidéré grâce à ce film, on a quand même quelque chose de très haut niveau, et je pense sincèrement que si on parle de la période pré-MCU et compagnie, je pense que le Spider-Man de Sam Raimi et la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan sont un peu les maîtres étalons, bien que ce soit des films qui finalement n'aient pas grand chose à voir les uns et les autres. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas parce que c'est pas pareil que c'est mauvais. Et dans ce cas-là, c'est très bien. Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir et de pouvoir justement le réévaluer. Je sais que j'ai pris un peu de rides et je vois les films un peu différemment maintenant. Ça fait un peu plaisir à voir quand même, ce qui fait que je vais pouvoir retester plein de films et je suis content. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, du moins avant la scène post-générique. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo. S'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Donc dans cette scène post-générique, je vais vous parler, comme je vous ai dit, du comic book Un long Halloween, écrit et dessiné par donc Joseph Leob et Tim Sale, pour vous dire que c'est mon comic book de Batman préféré. Et vu qu'on est sur une chaîne cinéma, on va commencer par une référence cinématographique. Si vous n'avez pas reconnu le début, je peux rien faire pour vous, hein. Regardez ça. On commence, première case de ce comic book, par une image sombre sur un gros plan sur un mec, et la première chose qu'il dit, là ici, moi j'ouvre pas trop mes comic books, j'ai pas envie de les déchirer moi. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit « Je crois en Gotham City ». Référence au parrain, évidemment.
C'est la première réplique du parrain, je crois, en l'Amérique. Et qu'est-ce qu'on est? On est dans une réunion, je vais essayer de le présenter un peu mieux. Nous sommes dans une réception mafieuse, et ouais, tiens, comme par hasard. Donc, le début est inspiré, comme j'ai dit, du parrain, donc il y a des grosses références. Ensuite, c'est le comic book qui a inspiré le film, donc justement, cette alliance entre Harvey Dent, entre le commissaire Gordon et Batman pour faire tomber la pègre, mais la faire tomber légalement. Donc ça, c'est tiré complètement de ce petit bijou. Ici, alors il y a le Joker, mais il n'y a pas le même Joker, on va dire. Mais par contre, il y a des meurtres dans la mafia. Et oui, c'est ça qui va foutre le dawa, en fait. Donc on a un Batman très détective qui mène l'enquête, et en même temps, on a cette sous-thématique, justement, qui a été reprise à merveille dans le film de Christopher Nolan. D'ailleurs, je pense que la lecture de ce comic book est pour beaucoup dans mon appréciation de ce film à nouveau. Pour la petite histoire, il y a quand même quelques défauts dans ce comic book, comme le fait que ce sont des épisodes qui sortent, je sais pas, toutes les semaines, ou je sais pas exactement comment. Je pense qu'il devait sortir à chaque grande fête en fait, mais bon, bref, c'est pas grave. Tout ça pour dire que c'est très épisodique, et par exemple, on nous répète toujours, oui, ce machin, c'est Phil Maroni, gna gna gna, lui, c'est Carmine Falcone, c'est le baron de la mafia, blablabla, bla bla bla. On nous le répète au début de chaque fois. Et il y a aussi un côté trop épisodique dans le sens où chaque épisode a son méchant de la semaine, on va dire. Ainsi, justement, il y a un épisode où il y a le Joker qui est méchant, un épisode où il y a Jackie là-dedans, je me rappelle plus, je me souviens du Joker. Bon, il y a Catwoman, il y a le Chapelier Fou, je sais même pas si c'est le méchant de la semaine, il doit y en avoir d'autres. Le Chapelier Fou. Il y a l'épouvantail, pardon, il y a le mystère. Bref, chaque épisode a son méchant, et il apparaît parce qu'il lui donne un côté un petit peu trop, justement, série, mais il y a quand même un fil rouge qui gère tout ça, qui est très intéressant. Je trouve un petit peu dommage. Je pense que si l'histoire avait été planifiée du début à la fin, comme une longue histoire bien construite et tout ça, ce serait une grande réussite. Mais c'est une grande réussite. Mais il y a juste ce petit défaut qui est lié un peu à l'édition, mais en fait c'est lié à la nature même du comic book. Quoi qu'il en soit, c'est mon comic book Batman préféré, entre autres, grâce à ces dessins que je trouve fantastiques. Alors ce sont des dessins particuliers, le but c'est que vous ayez juste un petit coup d'œil, hein, pas que vous les voyez à fond la caisse, hein, juste un petit coup d'œil. Et si je trouve quelque chose d'intéressant, hein, où il y a Batman par exemple, ça pourrait être sympa, non? Ici, là, ça donne une ambiance absolument grandiose. Bref, si vous voulez lire un comic book de Batman mais vous savez pas lequel, ça c'est très recommandé. Qui plus est, c'est une histoire qui se passe au début de la carrière de Batman, et on va dire que c'est le fils légitime de Batman année 1. Donc année 1 de Frank Miller, et comme année 1 a marqué les esprits, certains ont écrit des suites, hein, d'ailleurs j'en ai d'autres comic books qui se veulent être une sorte de suite directe. Alors il y a des petits soucis de cohérence, hein, on est dans les comic books, d'accord, mais ça peut être la suite directe de année 1. Donc vous commencez par Batman Year One, année 1, et vous mettez ça, et en fait si vous regardez, c'est ce qu'a fait un certain Nolan, puisqu'il s'est inspiré de Year One pour son Batman Begins, et ensuite d'un long Halloween pour son Dark Knight. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao tout le monde.